Lorsqu'un camion-citerne transportant des produits chimiques a explosé près de Belmont, en Louisiane, 20 adultes ont été transportés à l'hôpital Cypress Bay Medical à l'article de la mort. Les médecins seniors étaient bloqués à des kilomètres de là. Le personnel junior était paralysé. C'est alors que Mariah Vance, une nouvelle infirmière, a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a pris les choses en main, a refermé un poumon collapsé, a réorganisé l'approvisionnement en sang entre les services et a guidé un résident terrifié pour lui poser une voie respiratoire d'urgence. 20 vies ont été sauvées en 120 minutes. Mais lorsque 3 agences du FBI sont arrivées et l'ont demandé par son nom, tout l'hôpital a appris la vérité. Mariah Vance n'était pas seulement une infirmière et son passé était sur le point de la rattraper. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Bonne lecture. Il était 13h47 un mardi lorsque Belmont, en Louisiane, a découvert ce qu'était la terreur. Le bruit est venu en premier, un craquement anormal qui a déchiré l'après-midi, suffisamment fort pour faire taire la circulation en plein mouvement. Puis vint la force molle, un camion-citerne transportant des produits chimiques lourdement chargés et dont l'élan était devenu incontrôlable, s'est rompu en un instant, bouleversant la journée de tous ceux qui se trouvaient à des kilomètres à la ronde. L'acier a hurlé en se déchirant. La pression transforma le liquide en violence. L'air lui-même semblait reculer alors que le feu et les vapeurs chimiques se propageaient, engloutissant la chaussée dans un nuage bouillonnant de débris, de fumée et de choc. Les voitures n'ont pas eu le temps de s'arrêter. Le métal s'est brisé dans une réaction en chaîne physique incontrôlable. Les pare-brises se sont brisés comme de la glace fragile. Une camionnette a tourné sur elle-même, s'est soulevée et s'est écrasée sur le côté. Les barrières en béton se sont effondrées sous une pression qu'elles n'étaient pas conçues pour supporter. Au milieu du chaos, des alarmes se mirent à retentir. Alarmes de voitures, alarmes de camions, cris stridents et superposés de machines réagissant à la catastrophe plus rapidement que les humains. Puis les cris commencèrent. Les conducteurs sortirent en titubant de leurs véhicules, désorientés, le visage couvert de sang et de cendres. Certains coururent, d'autres restèrent figés, d'autres encore tombèrent à genoux, submergés par la douleur ou la panique, ou les deux. Le ciel au-dessus de l'autoroute s'assombrit à mesure que la fumée s'élevait, épaisse et âcre, brûlant les poumons à chaque inspiration. L'odeur était étrange, aiguë, âcre, indéniablement dangereuse. Les gens se couvraient la bouche avec leurs chemises, leurs mains, n'importe quoi, sans savoir si cela aidait, sachant seulement qu'ils devaient faire quelque chose. Les sirènes se sont mises à retentir dans toute la ville par vagues irrégulières, lointaines au début, puis se multipliant, convergeant. Les appels d'urgence ont commencé à affluer presque immédiatement. Les voix se heurtaient les unes aux autres dans les centres d'appel, tandis que les opérateurs luttaient pour suivre le rythme. Des mots comme explosion, incendie, toxique et personnes piégées se confondaient, répétés si souvent qu'ils perdaient leur sens et devenaient pure urgence. Au Cypress Bay Medical Center, le premier appel a frappé comme un verre qui tombe, soudain, aigu, captant l'attention. Puis un autre, et encore un autre. En quelques instants, les téléphones sonnaient plus vite qu'ils ne pouvaient être répondus. Les radios crépitaient sans arrêt. Les écrans se sont remplis d'alertes rouges. Le bourdonnement contrôlé d'un hôpital en activité s'est transformé en quelque chose de frénétique et d'instable. Une infirmière à l'accueil s'est interrompue au milieu d'une phrase en écoutant le répartiteur au téléphone. Son visage a perdu toute couleur. Elle n'a pas raccroché tout de suite. Elle est restée figée, comme si les mots seuls l'avaient clouée sur place. Quand elle a finalement raccroché, sa voix tremblait tandis qu'elle essayait d'expliquer ce qu'elle venait d'entendre. Il parle de dizaines, peut-être plus. C'est à ce moment-là que la salle d'attente a remarqué que quelque chose n'allait pas. Le personnel a commencé à se déplacer plus rapidement, mais sans but précis. Les gens parlaient tous en même temps. Des ordres étaient donnés, puis contredits, puis oubliés. Un résident a laissé tomber son bloc-notes et n'a pas pris le temps de le ramasser. Un autre est resté figé devant un ordinateur, fixant l'écran sans taper, les doigts suspendus inutilement au-dessus des touches. Aux urgences, des brancards ont été sortis du stock, des fournitures ont été traînées dans les couloirs. Quelqu'un a demandé qui était responsable. Personne n'a répondu.
Les chirurgiens seniors, ceux dont tout le monde attendait qu'ils prennent les commandes, étaient loin du bâtiment. Des barrages routiers ont été mis en place presque immédiatement autour du site de l'explosion, isolant des quartiers entiers de la ville. La circulation était paralysée. Les ambulances se frayaient un chemin à travers le chaos et les véhicules privés étaient complètement immobilisés. Les médecins qui, en temps normal, assuraient le bon fonctionnement de l'hôpital dans de telles circonstances étaient coincés dans leur voiture, regardant la fumée s'élever au loin, impuissants à rejoindre l'endroit où on avait le plus besoin d'eux. À l'intérieur de l'hôpital, la prise de conscience s'est faite lentement, puis d'un seul coup. Tout se passait sans eux. Les jeunes médecins se regardaient, cherchant un réconfort qu'ils n'avaient pas l'expérience de donner. Les infirmières attendaient des instructions qui ne venaient pas. Chaque seconde s'étirait, lourde de conséquences. Le calcul mental a commencé immédiatement. Combien de lits? Combien de sang? Combien de mains? Combien de temps? Les réponses ne collaient pas. Un autre appel est arrivé, puis un autre. Les victimes étaient déjà en route. Certaines étaient conduites par des inconnus qui les avaient sorties des décombres. D'autres marchaient, encore sous le choc, inconscients de la gravité de leurs blessures. D'autres encore étaient dans un état bien pire. La voix d'un ambulancier tendu et essoufflé couvrit le bruit de la radio. « Nous sommes débordés ici. Préparez-vous à accueillir un grand nombre de victimes. » Le mot « grand nombre » fit l'effet d'une bombe. La panique s'installa, non pas sous forme de cris ou de courses effrénées, mais sous forme d'hésitation, de faux pas, d'une subtile perte de coordination qui transforma l'équipe en une foule désorganisée. Chacun connaissait son travail, mais l'ensemble avait perdu son rythme. Le système sur lequel tout le monde comptait pour fonctionner sous pression cédait sous le poids d'un trop grand nombre d'inconnus. Dans une salle de traumatologie, un jeune médecin fixait un lit vide et murmurait « Que faisons-nous en premier ?» Personne ne lui répondit. La vérité s'est installée dans la pièce comme une couverture étouffante. Ils n'étaient pas prêts. Pas pour cela. Pas sans leadership. Pas sans quelqu'un pour couper le bruit et décider de ce qui importait le plus alors que tout importait à la fois. Dehors, la ville continuait de s'effondrer. À l'intérieur, l'hôpital était au bord de la paralysie. Puis, au milieu des voix qui se chevauchaient, des téléphones qui sonnaient, des alarmes et de la peur grandissante, quelque chose a changé. Ce n'était pas bruyant. Il ne s'est pas annoncé. Il n'a pas exigé qu'on lui prête attention. Il s'est simplement exprimé clairement, calmement, sans faiblir. Et à ce moment de paralysie, une voix a coupé court au chaos. Cette voix n'a pas crié, elle n'a pas rivalisé avec le bruit, ni ne s'est imposée par la force. Elle s'est simplement fait entendre, calme et indéniablement certaine. Et l'effet a été immédiat. Arrêtez de déplacer les patients au hasard. Le triage passe avant tout. Les gens se sont retournés avant même de réaliser ce qu'ils faisaient. La femme qui se tenait près du poste des infirmières n'était pas quelqu'un que la plupart d'entre eux connaissaient bien. En fait, beaucoup d'entre eux l'avaient à peine remarqué jusqu'à ce moment-là. Elle portait la même blouse que tout le monde, les manches soigneusement retroussées, le dos droit, les yeux déjà balayant la pièce comme si elle l'avait observé longuement avant de prendre la parole. Son ton ne trahissait aucune hésitation, aucune panique, aucune excuse pour avoir pris une autorité qui ne lui avait pas été officiellement conférée. Les étiquettes rouges aux salles de traumatologie 1 et 2, les jaunes à l'aile est. Les vertes restent assises jusqu'à ce que nous les appelions. Les moods étaient clairs, organisés, précis, et pour la première fois depuis que les appels avaient commencé à arriver. Le bruit à l'intérieur du service des urgences s'est atténué, non pas parce qu'il y avait moins de chaos, mais parce qu'il y avait soudainement une direction. Elle s'appelait Mariah Vance. Elle était au Cypress Bay Medical Center depuis exactement 3 semaines. La plupart des gens se souvenaient d'elle comme d'une personne calme, compétente certes, mais réservée au point d'en être presque invisible. Elle arrivait à l'heure, partait sans s'attarder et ne participait jamais aux conversations informelles qui animaient les salles de pause et les couloirs. Lorsqu'on lui posait des questions personnelles, elle répondait poliment et brièvement, ramenant l'attention sur le travail avec une aisance acquise à force de pratique. Le premier jour, elle avait serré des mains, appris des noms et écouté plus qu'elle n'avait parlé. Elle avait rapidement assimilé les protocoles, posait des questions pertinentes et ne donnait jamais d'informations inutiles sur elle-même.
Quand quelqu'un plaisantait sur ses origines, elle souriait et répondait un peu de partout, sans en dire plus. Elle avait quelque chose de distant, pas de froid, mais de réservé, comme si elle gardait toujours une partie d'elle-même en réserve. Maintenant, debout au milieu d'un hôpital au bord de l'effondrement, cette réserve avait disparu. Ou elle avait été remplacée par de la concentration. La banque de sang a besoin d'un inventaire immédiat, dit-elle en se mettant déjà en mouvement. Je veux que des kits de traumatologie soient préparés dans chaque salle. Si vous attendez l'avis d'un médecin senior, ne l'attendez plus. Stabilisez les patients et passez à autre chose. Un interne junior hésita, instinctivement irrité qu'une personne qu'il connaissait à peine lui dise quoi faire. C'est ce que nous sommes censés faire. Nous sommes censés sauver autant de vies que possible, l'interrompit Mariah sans méchanceté. La hiérarchie n'a pas d'importance si les gens se virent de leur sang. Elle s'était déjà éloignée lorsqu'il eut compris le sens de sa phrase. Son calme était contagieux. Il n'effaçait pas la peur, mais il la stabilisait, lui donnant un point d'ancrage au lieu de la laisser se répandre partout à la fois. Les gens se mirent à l'écouter, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce que ce qu'elle disait était sensé, parce qu'elle parlait comme si le temps était une ressource. Elle le comprenait profondément et refusait de le gaspiller. Une infirmière qui était restée figée quelques instants auparavant s'est remise en mouvement, marquant les patients avec une urgence renouvelée. Un technicien a suivi les instructions de Mariah sans les remettre en question, surpris de voir à quel point cela semblait naturel. Le doute persistait dans la pièce, mais il était lentement et progressivement écarté par quelque chose de plus fort, la compétence. Alors que Mariah traversait le service des urgences, elle semblait tout voir à la fois. Elle a remarqué le patient dont la respiration était trop faible pour attendre, la ligne A4 qui avait été mal réglée, le chariot de fourniture qui devait être déplacé. Ces décisions étaient immédiates, décisives et irréversibles une fois prises. Il n'y avait pas de remise en question, pas d'anxiété visible à l'idée de se tromper. Quelqu'un finit par poser la question qui flottait dans l'air. Qui vous a mis aux commandes? Mariah ne s'arrêta pas de marcher. Personne, répondit-elle, mais pour l'instant, quelqu'un doit le faire. Pendant un bref instant, le personnel a de nouveau hésité. Cette fois, l'hésitation n'était pas due à la peur. C'était l'incertitude à son sujet, la question de savoir s'ils devaient faire confiance à une infirmière. Elle savait donc qu'elle se sentait encore comme une invitée dans leur système. Puis la première ambulance est arrivée. Les portes se sont ouvertes avec une urgence qui ne laissait aucune place au débat. Un patient a été transporté d'urgence, à peine conscient, les vêtements déchirés et tachés, la poitrine se soulevant de manière irrégulière. Mariah était là avant que quiconque n'ait pu réagir. « Poumon collapsé », dit-elle après un simple coup d'œil. « Donnez-moi une aiguille immédiatement. » Le résident à côté d'elle la regarda fixement. « Vous êtes sûr? » « Oui. » Il n'y avait aucune nervosité dans sa voix, seulement de la certitude. Le résident s'exécuta. Les autres suivirent. Et tandis qu'ils travaillaient, le doute qui les avait envahis commença à s'estomper. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas une supposition. C'était quelqu'un qui était déjà venu ici auparavant. Entre deux ordres, des flashs de mémoire clignotaient dans les yeux de Mariah. Pas des images sur lesquelles elle s'attardait, mais des impressions trop profondément gravées pour s'effacer complètement. Son premier jour à l'hôpital lui semblait soudain lointain, presque irréel. Debout dans la salle d'orientation, écoutant des règles qu'elle connaissait déjà par cœur, signant des papiers, souriant lorsqu'on lui souhaitait la bienvenue, évitant soigneusement les questions qui s'approchaient trop près de son passé. Elle avait choisi cet endroit parce qu'il était calme, parce qu'il était censé être normal. La normalité l'avait trouvé malgré tout. Alors que les patients affluaient, Mariah s'adaptait au fur et à mesure, modifiant sa réponse en fonction de l'évolution de la situation. Lorsque les stocks diminuaient, elle les réacheminait. Lorsqu'un couloir devenait surpeuplé, elle le dégageait. Lorsque quelqu'un vacillait, elle intervenait sans jugement, sans drame. Les gens ont commencé à la rechercher instinctivement. « Maria, nous n'avons plus de groupe sanguin O négatif. Maria, la salle de traumatologie 3 est instable. Maria, les secours apportent 5 autres patients. » Chaque fois qu'elle répondait, sans hésitation, l'espoir revenait dans la pièce, non pas sous forme d'optimisme, mais sous forme d'élan, comme le sentiment que cette catastrophe, bien que toujours écrasante, n'était plus ingérable.
Le système respirait à nouveau. Personne ne remarqua quand ils cessèrent de remettre en question son autorité. Cela se produisit tout simplement. Et pourtant, ils ne la connaissaient pas. Pas vraiment. Ils ne savaient pas pourquoi elle ne paniquait jamais, pourquoi ses mains restaient fermes et même couvertes de sang, pourquoi ses yeux repéraient les menaces avant même qu'elles ne se concrétisent. Ils ne savaient pas pourquoi elle se comportait comme quelqu'un qui avait déjà mesuré le coût de l'échec et décidé d'agir quand même. Tout ce qu'ils savaient, c'est que l'hôpital n'était plus paralysé. Et tandis que Mariah Vance se tenait au centre d'un chaos contrôlé, donnant des ordres avec une détermination tranquille, personne ne réalisait encore la vérité qui se cachait juste sous la surface. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Mariah avait déjà fait cela auparavant dans des endroits dont elle ne pouvait jamais parler. Le patient est arrivé à peine vivant. Chaque mouvement superficiel de sa poitrine était un point d'interrogation suspendu dans l'air. Son visage était crispé. Ses yeux papillonnaient sans fixer aucun point, luttant pour obtenir l'oxygène qui n'atteignait pas ses poumons. La pièce s'est resserrée autour de lui alors que le personnel s'affairait. Les voix se chevauchaient à nouveau. L'urgence menaçait de se transformer en panique. Mariah était déjà là. Elle n'a pas attendu que le moniteur confirme ce que son instinct avait déjà décidé. Un seul regard sur les mouvements irréguliers de sa poitrine, l'affaissement subtil d'un côté, la façon dont son souffle sifflait au lieu de couler, et elle sut. « Poumon collapsé », dit-elle calmement. « Nous n'avons pas le temps », hésita un résident, jetant un coup d'œil à la porte vide où aurait dû se trouver un chirurgien senior. « Ne devrions-nous pas maintenant ?» dit Mariah en tendant la main. Le plateau apparut presque instantanément. Ses gestes étaient précis, économiques, dépourvus de tout superflu. Elle se positionna, évalua les repères et agit avec une assurance surprenante chez quelqu'un qui portait un badge encore inconnu de la plupart des personnes présentes dans la pièce. L'aiguille pénétra proprement. L'air s'échappa dans un sifflement net et indubitable, et la poitrine du patient commença à se soulever de manière plus régulière, presque immédiatement. La couleur revint lentement. L'oxygène retrouva sa place. La salle expira. Quelqu'un murmura. « Incroyable ». Le résident fixait ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. « Où avez-vous appris ce que là ?» Mariah ne leva pas les yeux. Elle était déjà en train de sécuriser la place, déjà en train de penser à la suite. « Peu importe, dit-elle. Prochain patient. » Il n'y avait aucune triomphance dans sa voix. Aucune pause pour reconnaître ce qu'elle venait de faire. Pour elle, ce sauvetage n'était pas un événement. C'était une étape dans une longue séquence qui ne pouvait se permettre aucune interruption. Et ainsi, cela continua. Un médecin arriva en saignant abondamment. Le genre de saignement qui épuise les forces plus vite qu'on ne le réalise, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Les réserves de sang étaient déjà très limitées. Quelqu'un a murmuré qu'il faudrait attendre. Mariah n'a pas accepté cela. Elle a réaffecté les ressources par instinct, prélevant des unités dans les zones où elle savait qu'elles pouvaient être dispensées, évaluant les risques dans sa tête plus rapidement que quiconque ne pouvait argumenter. La transfusion a commencé juste à temps, l'hémorragie a ralenti, le docker a survécu. Un autre patient est arrivé avec des côtes fracturées, chaque respiration était une agonie. Ses poumons luttaient contre une structure brisée. Il n'y avait pas le temps pour des solutions parfaites. Mariah improvisa, stabilisant ce qui devait l'être, gagnant le temps dont le corps avait désespérément besoin. Ce n'était pas élégant, mais c'était efficace. Un résident terrifié luttait avec une voix respiratoire d'urgence, les mains tremblantes, les yeux écarquillés par le poids soudain de la responsabilité. Mariah s'approcha, sans prendre le relais, mais en le guidant. « Ralentis », dit-elle doucement. « Tu as cet angle ici, respirez. Maintenant, allez-y. » Le tube se glissa en place. Le résident la regarda comme si elle venait de le tirer du bord d'une falaise. Les patients continuaient d'affluer et d'une manière ou d'une autre, ils continuaient de survivre. Personne n'annonçait le nombre. Personne n'avait le temps. Mais quelqu'un commença quand même à compter, griffonnant des chiffres entre deux tâches, incapable d'ignorer la tendance qui se dessinait en temps réel. 5 vies stabilisées, puis 10, puis davantage. L'hôpital était en train de se noyer. Mais maintenant, il nageait. Mariah bougeait sans cesse, une présence constante au milieu du chaos. Du sang sur ses manches, de la sueur sur ses tempes, les yeux vifs,
jamais flou. Elle ne mangeait rien. Elle buvait quand on le lui rappelait. Elle ne s'arrêtait pas. Le personnel commença à imiter son rythme, sa concentration. La peur se transforma en urgence, l'urgence en exécution. Les gens lui faisaient une confiance maintenant, non pas à cause de son rang ou de son titre, mais parce que les résultats étaient indéniables. Des vies étaient sauvées. 15, une infirmière leva les yeux de son dossier, son incrédulité laissant place à une sorte d'admiration. Qui est-elle? Personne ne répondit. Personne n'avait besoin de répondre. 20, le chiffre eut un poids discret, même si le travail continuait. 20 personnes qui respireraient à nouveau. 20 familles qui recevraient des appels téléphoniques qui ne se termineraient pas par un silence. Et pourtant, Mariah ne ralentissait pas. Son visage restait impassible. Mais quelque chose de plus profond avait changé. Un courant coulait sous son calme. Quelque chose d'ancien et de familier, réveillé par la nécessité. Ce n'était pas seulement une question de compétence, c'était la mémoire en action. Une mémoire musculaire façonnée par une pression qu'aucune simulation d'entraînement ne pourrait jamais reproduire. Ceux qui l'observaient le sentaient, même s'ils ne pouvaient pas le nommer. Elle opérait à partir d'un endroit qui dépassait les connaissances théoriques, les protocoles standards, ce qui était attendu. Et quelque part, au milieu des sauvetages rapides, des décisions impossibles et du sentiment grandissant qu'ils assistaient à quelque chose d'extraordinaire, une vérité s'est imposée dans la pièce. Ils assistaient en temps réel à la naissance d'une légende. Si vous croyez aux héros du quotidien comme Mariah, cliquez sur le bouton « S'abonner » car cette histoire est sur le point de prendre une tournure que personne n'avait prévue. Le rythme a finalement ralenti, non pas parce que le danger était passé, mais parce que la vague immédiate avait été repoussée. Les couloirs étaient remplis de brancards occupés par des personnes qui étaient en vie parce que quelqu'un avait refusé d'hésiter. L'air était chargé d'épuisement et de soulagement, le genre qui s'installe dans les os. Mariah s'est immobilisée pour la première fois depuis ce qui semblait être des heures. Elle a fléchi ses mains une fois, subtilement, comme pour se recentrer. Autour d'elle, le personnel échangeait des regards incrédules et reconnaissants. Certains souriaient, d'autres pleuraient discrètement. D'autres encore s'appuyaient simplement contre les murs, submergés par ce qu'ils venaient de survivre. 2 heures, 20 vies, et Mariah Vance, l'infirmière discrète que personne ne connaissait il y a 3 semaines, se tenait au centre de tout cela, inconsciente ou refusant d'admettre que le moment le plus difficile de sa journée était encore à venir. L'hôpital ne retrouva pas le calme, mais plutôt une atmosphère plus calme, plus pesante. Le genre de silence qui suit un choc. Les alarmes s'étaient calmées. Le flot de civières s'était réduit. Le personnel bougeait désormais de manière plus délibérée. Les épaules étaient affaissées, les respirations plus profondes. L'adrénaline finissait par se dissiper. Les gens étaient en vie. Cette vérité flottait dans l'air, fragile mais réelle. Mariah entra dans une salle de fourniture et ferma la porte derrière elle. C'était la première fois qu'elle se retrouvait seule depuis l'explosion. La pièce sentait l'antiseptique et le plastique, une odeur forte et familière. Elle ouvrit le robinet et laissa couler l'eau chaude, tenant ses mains sous le jet tandis que du sang, en partie le sien, mais surtout celui d'autres personnes, s'écoulait dans fines traînées rouges dans ce siphon. Elle fixait ses doigts comme si elle les voyait pour la première fois. Il tremblait légèrement. Mariah expira et se pencha en avant, s'appuyant contre le comptoir. Le bruit des urgences était étouffé ici, réduit à un bourdonnement lointain. Pendant un instant, elle se permit de croire que c'était fini, qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait, que le pire était passé. Elle ne pensait à rien du tout. À l'entrée de l'hôpital, 3 personnes franchirent les portes automatiques. Elles se déplaçaient avec une détermination qui n'appartenait ni aux familles ni aux patients. Leurs vêtements étaient simples, leur posture tout sauf cela. Ils ne se pressaient pas, n'hésitaient pas, ne semblaient pas perdus. Ils scrutaient le hall et faisaient des balayages, répertoriant les sorties, les angles, les visages. L'un d'eux s'approcha du bureau d'accueil. « Nous cherchons Mariah Vance. » La réceptionniste cligna des yeux, déconcertée par le changement soudain de ton. « Est-ce qu'elle a des ennuis? » L'expression de l'agent ne changea pas. « Nous avons juste besoin de lui parler. » Les nouvelles circulaient vite dans les hôpitaux.
surtout après des journées comme celle-ci. Les têtes se tournèrent. Une infirmière s'arrêta en plein mouvement. Un médecin leva les yeux de son dossier. Le nom avait désormais du poids. Mariah Vance n'était plus une simple employée parmi d'autres. Dans la salle des fournitures, Mariah ferma le robinet et prit une serviette. Alors qu'elle se séchait les mains, une pression familière s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas de la panique, ni vraiment de la peur, mais plutôt une prise de conscience. Le sentiment que quelque chose s'était rapproché. Quelque chose dont elle savait qu'il finirait par arriver. Elle redressa les épaules et retourna dans le couloir. Les agents la trouvèrent avant qu'elle ne puisse trouver quelqu'un d'autre. Ils se tenaient ensemble, bloquant le couloir juste assez pour rendre la rencontre inévitable. Les conversations à proximité ralentirent, puis s'arrêtèrent complètement. Les gens regardaient maintenant ouvertement, leur curiosité se transformant en malaise. « Madame Vance, » dit l'agent principal d'une voix calme, « Madame, nous devons vous parler de votre dossier militaire. » Ces mots la frappèrent comme une réplique sismique différée. Mariah se figea. Ce n'était pas la question en elle-même, c'était de la formulation. Dossier militaire, pas parcours professionnel, pas référence, pas expérience. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien, enfoui plus profondément. Son visage la trahit avant qu'elle ne puisse l'empêcher. Une lueur de reconnaissance, une peur rapidement masquée, puis une résignation autour d'eux. La confusion se propagea. « Dossier militaire », murmura quelqu'un. « Qu'est-ce que cela signifie? »« Vous étiez dans l'armée » murmura un autre, l'incrédulité transparaissant dans sa question. Mariah ne dit rien au début. Elle baissa les yeux pendant une seconde, comme si elle calculait la part de vérité que le moment exigeait. Elle savait que ce jour pourrait arriver. Elle espérait simplement qu'il n'arriverait pas ici. « Pas maintenant, pas après tout ce qui s'est passé », dit-elle en levant les yeux vers l'agent. « Oui », répondit-elle doucement. « Marine Corps. » Ces mots eurent un plus d'impact qu'elle ne l'avait prévu. Le couloir lui sembla soudain plus petit, tous les regards étaient braqués sur elle. L'infirmière qui avait suivi ses ordres sans poser de questions. Le résident qu'elle avait guidé lors de sa première véritable crise. Le technicien qui l'avait appelé comme si son nom était synonyme de sécurité. Il la voyait différemment à présent. « Mais ce n'est pas pour ça que tu es ici », continua Mariah, la voix ferme malgré le poids qui lui serrait la poitrine. « N'est-ce que pas ?» L'agent ne répondit pas tout de suite. Ce silence en disait long. La peur s'insinua à nouveau dans la pièce, vive et importune. Ce n'était pas la peur d'être blessé ou de perdre quelqu'un, mais celle d'une révélation, de l'inconnu, de la prise de conscience que la femme qui venait de sauver 20 vies avait un passé qu'aucun d'entre eux ne comprenait. Mariah le ressentait pleinement à présent. Le passage du soulagement à la tension, de la survie aux conséquences. Elle comprit que le plus difficile n'avait pas été l'explosion, le sang ou les décisions impossibles. C'était cela. Elle s'était construit une nouvelle vie avec soin, discrètement, un changement ordinaire à la fois. Et en une seule phrase, tout s'était effondré. Elle croisa le regard de l'agent et il lut quelque chose qui ne lui plaisait pas. Pas une accusation, pas de l'hostilité, mais de la certitude. Quelle que soit la raison de leur venue, ce n'était pas anodin. Ce n'était pas facultatif et cela n'allait pas disparaître. Alors que les agents attendaient, que le personnel observait, que l'hôpital retenait à nouveau son souffle, une vérité s'imposa à Mariah avec une clarté indéniable. Elle avait pensé que le plus dur était passé. Elle s'était trompée. Le Docker remonta lentement à la surface, comme s'il émergeait des profondeurs. Le son revint en premier, étouffé, déformé, inconnu. Puis la lumière s'imposa à ses paupières, trop vive, trop nette. Son corps souffrait à des endroits que son esprit n'avait pas encore atteints. La douleur s'enregistrait comme un avertissement sourd et lointain, plutôt que comme une exigence aiguë. Une infirmière se tenait à côté de lui, calme et efficace, vérifiant ses signes vitaux avec une aisance acquise par l'habitude. Elle parlait doucement, le rassurant sans lui poser de questions auxquelles il ne pouvait pas encore répondre. Il essaya de bouger, échoua et se reposa contre l'oreiller, respirant faiblement mais régulièrement. Et puis il la vit. À travers la petite fenêtre de la porte, encadrée par la lumière fluorescente et le mouvement derrière la vitre, une femme passa, les poignettes de sa blouse encore tachées de sang. Elle se tenait droite, alerte, la tête légèrement tournée, comme si elle surveillait tout l'étage à la fois. Le Docker retint son souffle, ses yeux s'écarquillèrent,
Ses pupilles se dilatèrent alors que quelque chose d'ancien et d'enfoui remontait à la surface de son esprit. La chambre d'hôpital se dissipa autour de lui, remplacée par la chaleur, la poussière et le goût métallique de la peur. « Non » murmura-t-il d'abord, à peine audible, puis plus fort, la voix cassée par l'urgence. « Je la connais. Je connais cette femme, dit-il. L'infirmière se retourna, surprise. « Monsieur, tout va bien. Vous êtes en sécurité. » C'est elle, insista-t-il, luttant contre la faiblesse de ses membres. Son rythme cardiaque s'accéléra, déclenchant instantanément les alarmes. Elle était là. Elle était là. Le monde bascula. Le blanc stérile de l'hôpital se transforma en quelque chose de plus rude, de plus granuleux, animé par le danger. Le désert s'étendait à l'infini sous un soleil impitoyable. Le sable fouettait l'air en violentes rafales. Des coupes de feu retentissaient en rafales aiguës, résonnant sur les collines lointaines. Le sol tremblait à chaque bruit sourd des explosions qui se produisaient trop souvent et trop près. Les cris se chevauchaient dans la panique et les ordres. Quelque part dans le chaos, une femme avançait avec une concentration implacable. Mara était plus jeune à l'époque. Son visage était couvert de saleté et de sueur, ses mains déjà glissantes de sang. Son casque était de travers, car elle l'avait arraché quelques instants plus tôt pour mieux entendre malgré le bruit. Elle s'agenouilla sans hésiter à côté d'un marine tombé au combat, appuyant fortement sur une blessure tandis que les balles sifflaient au-dessus de leur tête. « Restez avec moi, dit-elle d'une voix ferme et inébranlable. « Ne fermez pas les yeux, hurla l'homme. Une autre explosion secoua le sol, projetant du sable tout autour d'eux. Elle ne broncha pas. À proximité, Jake Morrison gisait coincé derrière un véhicule détruit. Sa jambe était mutilée, la douleur l'aveuglait, ses oreilles bourdonnaient si fort qu'il ne pouvait entendre ses propres cris. La fumée lui brûlait les poumons. Il pensa avec une terrifiante lucidité que c'était là que tout allait finir. Puis elle arriva. Mariah se glissa à côté de lui pour se mettre à l'abri. Ses mouvements étaient précis et rapides malgré le chaos ambiant. Elle évalua son état en quelques secondes, ses mains bougeant rapidement, sa voix restant calme alors même que le monde s'écroulait autour d'eux. « Tu ne vas pas mourir aujourd'hui », lui dit-elle comme si c'était un fait déjà confirmé. Elle travailla rapidement, plus rapidement qu'il ne l'aurait cru possible. Garrot, pression, réconfort tissé dans chaque instruction. Elle le protégea de son propre corps lorsque la prochaine explosion frappa. Des débris pleuvaient, tandis que l'air lui-même semblait hurler. « Vous nous avez sauvés », s'entendit dire Jake plus tard, le souvenir résonnant comme s'il venait de loin. « Nous tous. » Ses yeux rencontrèrent les siens, intenses et inébranlables. « Je n'ai pas encore fini », répondit-elle. L'explosion survint sans avertissement. Une lumière blanche engloutit tout. Le bruit disparut. La chaleur disparut. Le désert disparut. De retour dans la chambre d'hôpital, Jake haletait, les poumons brûlants comme s'il venait de courir des kilomètres. Ses mains agrippaient faiblement les draps tandis que l'infirmière appelait à l'aide. Son calme laissant place à l'inquiétude. « C'est elle », cria Jake d'une voix désespérée. Cette femme là-bas, c'était notre médecin. Les gens se précipitèrent. Dans le couloir derrière la porte, les gens ralentirent, tournant la tête vers le bruit. Le nom se répandit rapidement, porté par des chuchotements et des regards surpris. Maria, la poitrine de Jake, se soulevait et s'abaissait rapidement alors que la réalité reprenait ses droits. Le souvenir lui semblait incroyablement proche, aussi vif que s'il s'était produit quelques instants auparavant plutôt qu'il y a des années. Il pouvait encore sentir l'odeur de la fumée, sentir le sable entre ses dents. Il entendait encore sa voix percer la terreur comme une bouée de sauvetage. « Elle nous a sauvés », répéta-t-il, les larmes coulant maintenant sur ses joues. « Elle m'a sauvé. » Dans le couloir, le personnel s'immobilisa en plein mouvement. Les mots se propagèrent, entrant en collision avec tout ce qu'ils pensaient savoir. L'infirmière discrète, la nouvelle recrue, la femme qui avait pris les choses en main sans explication et avait accompli des sauvetages impossibles avec un calme inébranlable. Une infirmière de combat. Afghanistan. Le poids de ces mots pesait lourdement dans l'air. Mariah se tenait au bout du couloir, ignorant les mots exacts qui avaient été prononcés, mais sentant néanmoins le changement. Elle sentait à nouveau des regards posés sur elle, plus perçants cette fois, remplis non seulement d'admiration, mais aussi de questions plus profondes.
Quelque part derrière elle, la voix de Jake se fit à nouveau entendre, couvrant le brouhaha de l'hôpital. « C'est elle, dit-il plus fort, chaque syllabe empreinte de certitude. Elle était là. C'était mon infirmière. » Le personnel resta figé, partagé entre l'incrédulité et une compréhension naissante. La femme qui venait de sauver 20 vies dans un hôpital de Louisiane l'avait déjà fait auparavant, sous les balles, loin de chez elle, dans un endroit que la plupart d'entre eux n'avaient vu qu'aux informations. Et ce n'était qu'une partie de l'histoire. La vérité qui se révélait au grand jour était plus lourde qu'aucun d'entre eux ne l'avait réalisée, car il ne s'agissait pas seulement d'une histoire d'héroïsme. C'était une histoire écrite avec du sang, de la survie et des secrets qui n'étaient pas censés être révélés. La pièce était petite, sans fenêtre et silencieuse d'une manière qui semblait intentionnelle. Le bruit de l'hôpital s'estompait en un murmure lointain et indistinct, remplacé par le faible bourdonnement des lumières fluorescentes. Une table se trouvait au centre, avec 3 chaises d'un côté et une de l'autre. Mariah s'est assise sur la chaise libre sans qu'on le lui demande. Les agents du FBI restaient en debout un instant, l'observant, non pas avec suspicion, mais avec l'attention attentive de personnes qui connaissaient déjà les grandes lignes de son histoire et évaluaient les lacunes qu'elle devait encore combler. Lorsqu'ils s'assirent enfin, la porte se referma doucement derrière eux, isolant la pièce du reste du monde. Pour la première fois depuis l'explosion du camion-citerne, Mariah se sentit vraiment exposée. L'agent principal croisa les mains sur la table. Sa voix était calme et posée lorsqu'il prit la parole. « Votre unité a été portée disparue après l'opération Silent Ridge, dit-il. Les 12 membres sont présumés morts. Pourtant, vous êtes là. » Marcia serra les mâchoires. Elle s'était préparée à ce moment en théorie, l'avait répété dans les recoins tranquilles de son esprit pendant des années. Dans la pratique, cela lui semblait plus lourd que dans ses souvenirs. « Je ne peux pas en parler, » dit-elle doucement. « Vous savez que je ne peux pas. » L'agent acquiesça comme s'il s'attendait exactement à cette réponse. « Vous n'avez pas à le faire, répondit-il. Nous savons déjà ce qui s'est passé. » Mariah leva brusquement les yeux. Pendant une fraction de seconde, la pièce bascula. L'équilibre prudent qu'elle avait maintenu entre le passé et le présent, entre celle qu'elle avait été et celle qu'elle essayait de devenir, vacilla dangereusement. L'agent poursuivit d'un ton calme mais patient. « Nous sommes au courant de l'embuscade. Nous savons pour l'ordre d'extraction. Nous savons que vous êtes la seule à vous en être sortie. » Mariah serra les poings sous la table. Mais l'agent ajouta, « Ce que nous savons n'est pas toute la vérité. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, dérangeants et inachevés. Les souvenirs remontèrent tranquillement, non pas comme une vague déferlante, mais comme une marée lente et inévitable. La mission avait commencé comme tant d'autres, contrôlée, délibérée, tendue, mais familière. Les renseignements avaient suggéré une résistance minimale, une fenêtre étroite, un objectif clair. Ils se déplaçaient en terrain hostile, sous le couvert de l'obscurité. Chaque pas était calculé, chaque respiration mesurée. Puis tout avait mal tourné. Le premier coup de feu avait brisé la nuit comme du verre brisé. Le deuxième avait suivi avant que quiconque ait pu réagir. Soudain, le terrain s'est animé de coups de feu. Des angles qu'ils n'avaient pas anticipés, des effectifs qui ne correspondaient pas au briefing. La radio crépitait de voix qui se chevauchaient, d'ordres, d'avertissements, de cris. Ils étaient encerclés. Mariah se souvint d'abord de l'odeur, du métal brûlé, de la poussière, du sang, la puanteur âcre des explosifs déchirant la terre autour d'eux. Elle se jeta instinctivement à terre, entraînant un marine blessé à l'abri. Ses mains agissaient déjà alors que son esprit luttait pour suivre. L'unité se battit avec acharnement. Trop acharnement. Ils tinrent bon plus longtemps qu'ils n'auraient dû, mais l'ennemi était implacable, se rapprochant avec une précision terrifiante. Les ordres arrivèrent par radio, brouillés par des interférences. Retraite, regroupement, extraction si possible. Ce n'était pas possible. Les blessés s'accumulaient un par un. Mariah se déplaçait entre eux, pensant, compressant, rassurant, mentant quand elle le devait. Elle leur disait que les secours arrivaient. Elle leur disait de tenir bon. Elle leur disait qu'elle ne partirait pas. Puis l'appel est revenu, plus clair cette fois, sans équivoque. Extraction immédiate des informations critiques. Un seul agent, elle seule. Elle se souvenait de ce moment avec une brutalité cristalline.
le poids de l'appareil pressé dans sa main, les visages autour d'elle, certains pâles de douleur, certains déjà immobiles, certains la regardant avec confiance. Elle ne le méritait pas. Elle a discuté, elle a supplié, elle a crié dans la radio jusqu'à en avoir la gorge en feu. La réponse n'a pas changé. Si les informations étaient perdues, d'autres unités mourraient, d'autres missions échoueraient, d'autres noms seraient ajoutés à des listes que personne ne voulait lire. Si elle restait, ils mourraient tous. Si elle partait, elle vivrait. Mariah a fait le choix qu'elle paierait toute sa vie. Elle a traversé le terrain seule. Chaque pas lui déchirait de la poitrine. Elle atteignit le point d'extraction et se retourna, regardant de loin les combats consumant ce qui restait de son unité. Elle regarda les éclairs des coupes de feu, la fumée, le silence qui suivit. Quand ce fut fini, elle ne cria pas. Elle resta simplement là, vide, le poids de la survie l'écrasant plus fort que n'importe quelle blessure. Les flashbacks s'estompèrent, la laissant dans la petite pièce, le souffle court, les yeux humides mais immobiles. L'agent l'observait attentivement, sa voix plus douce lorsqu'il reprit la parole. « Pendant 6 ans, dit-il, vous avez été officiellement répertoriée comme la seule survivante de Silent Ridge. C'est là que l'histoire s'arrête. » Mariah déglutit. « Ça n'aurait pas dû être moi. »« Mais ça l'était, » répondit l'agent. « Et vous avez vécu avec ça. » Elle acquiesça lentement. Pendant 6 ans, Mariah Vance porta un secret qu'elle ne pouvait jamais révéler. Une vérité enveloppée de confidentialité et de culpabilité. Elle reconstruisit sa vie tranquillement, délibérément, choisissant des professions où sauver les autres pourrait équilibrer une balance qu'elle croyait brisée à jamais. Elle ne se pardonnait pas. Elle ne s'y autorisait pas. L'agent se pencha légèrement en arrière, l'observant avec un regard qui ressemblait moins à un interrogatoire qu'à de la compréhension. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, dit-il, c'est important. Ça l'a toujours été. » Mariah ne dit rien. Les mots lui semblaient inadéquats. Si vous vous opposez à ceux qui abandonnent les gens dans leurs moments les plus sombres, attendez. Parce que l'histoire de Mariah n'est pas elle que vous croyez. Commentez, héros. Si vous croyez que parfois la survie est un fardeau en soi, le couloir semblait plus étroit qu'il ne l'était quelques minutes plus tôt, comme si les murs eux-mêmes se refermaient sous le poids de tout ce qui se passait maintenant sur le plateau. Mariah sortit lentement de la pièce, l'air calme mais tendu, le genre de contrôle maintenu par la seule force de sa volonté. Les conversations à proximité se sont tues à son passage. Les regards la suivaient, non plus avec suspicion, mais avec incertitude, avec des questions que personne n'osait poser à voix haute. Puis une voix a rompu le silence. « Tu nous as abandonnés. » Mariah s'est arrêtée. Jake Morrison se tenait à quelques mètres d'elle, soutenu par une infirmière, mais debout tout seul, pâle et chancelant, mais brûlant d'une flamme plus forte que la douleur. Son regard s'est fixé sur le sien. Des années de confusion et de colère remontèrent à la surface d'un seul coup. « Nous pensions tous que tu étais morte, » continua-t-il, la voix tremblante malgré ses efforts pour la stabiliser. Ou pire, les mots frappèrent avec la force de quelque chose qui avait longtemps été retardé autour d'eux. Le personnel ralentit, instinctivement, sentant la gravité du moment. Personne n'intervint. Personne ne détourna le regard. Mariah se tourna vers lui pour lui faire face. Des larmes lui montèrent aux yeux, brouillant les contours du couloir. Elle avait imaginé cette confrontation 1000 fois dans des moments plus calmes. Elle avait répété des explications qu'elle n'avait jamais été autorisée à donner. Maintenant que le moment était venu de battre, le poids de la situation la pliait presque en deux. « Je n'avais pas le choix, dit-elle doucement. On m'a ordonné d'extraire des informations. Quand je suis revenu, sa voix se brisa. Tu étais déjà parti. » Jake la fixa, les mots lui parvenant lentement, douloureusement. 6 années de confiance, de trahison, d'abandon, suspendues entre eux, fragiles et tremblantes. Avant qu'aucun d'eux ne puisse reprendre la parole, l'agent principal du FBI s'avança. « En fait, dit-il calmement, sa voix portant plus loin qu'il ne l'aurait voulu, ce n'est pas toute l'histoire. Les têtes se tournèrent. Une vague de surprise parcourut les spectateurs. Mariah retint son souffle lorsque l'agent sortit un dossier usé sur les bords et marqué de classification. La plupart des personnes présentes n'avaient jamais vu cela ailleurs que dans les films. Ce dossier était scellé. L'agent poursuivit. « Enterré intentionnellement, mais la vérité importe maintenant.
Il parlait clairement, méthodiquement, comme si le fait de mettre les faits sur la table pouvait remodeler le passé. Après son extraction, Mariah n'avait pas disparu. Elle s'était disputée. Elle avait insisté. Elle avait refusé d'accepter le résultat qu'on lui avait présenté comme inévitable. Contre le protocole et les ordres directs, elle avait convaincu un petit contingent de la suivre en territoire hostile. Elle les avait menés elle-même. La mission de sauvetage n'aurait jamais dû avoir lieu. Pas de rapport, pas de reconnaissance, juste des risques cumulés, motivés par le refus d'une personne de laisser les autres derrière elle. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, la dévastation était presque totale, mais pas complète. Jake écouta l'agent parler, son expression passant de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Ils avaient trouvé des survivants », dit l'agent. « 3, a dit l'agent. 2 étaient dans un état désespéré, a-t-il poursuivi doucement. Mais pas vous, ni les 2 autres. » Le couloir semblait pencher. La voix de Mariah était à peine plus qu'un murmure lorsqu'elle a enfin pris la parole. « Je n'ai pas pu sauver tout le monde, a-t-elle dit, mais j'ai sauvé ceux que j'ai pu. » Jake a fait un pas chancelant en avant. « Tu es revenu pour nous ?» demanda-t-il, la question portant 6 années de chagrin, de colère et de prière sans réponse. Mariah acquiesça, les larmes coulant maintenant librement. « Je n'ai jamais cessé d'essayer. » Le silence qui suivit fut profond. Puis, lentement, quelqu'un commença à applaudir. C'était timide au début, presque incertain, comme si le son lui-même avait besoin d'une permission pour exister. Puis, un autre joint et un autre. Les applaudissements s'amplifièrent, non pas bruyants ou triomphants, mais profonds et résonnants, remplis de compréhension plutôt que de célébration. Le personnel hospitalier se leva ouvertement, certains se couvrant la bouche de la main, d'autres essuyant leurs larmes. Ils avaient vu Mariah sauver des vies sans se demander qui le méritait. Maintenant, ils comprenaient pourquoi. Le récit changea en temps réel. Ce qui avait autrefois semblé être un abandon se révéla être un sacrifice. Ce qui avait été perçu comme une trahison se transforma en un acte de courage qui eut un coût personnel terrible. Jake secoua lentement la tête, un rire brisé s'échappant de ses lèvres. « Tout ce temps, dit-il d'une voix chargée d'émotion, j'ai cru que tu nous avais abandonnés. » Mariah s'approcha, comblant enfin la distance qui les séparait. « Je suis revenu, dit-elle, même si cela signifiait tout perdre. Parce qu'elle l'avait fait, le sauvetage avait enfreint le protocole. Le commandement était furieux. La mission, bien qu'elle ait permis de sauver des vies, menaçait de révéler des échecs que personne ne voulait voir examinés. La solution avait été simple et cruelle. Renvoi discret, silence classifié, effacement. Mariah Vance était rentrée chez elle sans médaille, sans reconnaissance et sans pouvoir expliquer aux personnes qu'elle avait sauvé pourquoi elle avait disparu de leur vie. Elle avait porté ce poids seule jusqu'à présent. Alors que les applaudissements s'estompaient lentement, quelque chose subsistait dans leur sillage. Une compréhension collective que l'héroïsme est rarement propre, rarement célébré sur le moment et souvent mal compris pendant des années. Mariah se tenait au milieu du couloir, ne se cachant plus, n'étant plus seule avec sa vérité. Pour la première fois en 6 ans, l'histoire qu'elle avait vécue était enfin racontée. La pièce était silencieuse, comme seules les chambres d'hôpital peuvent l'être une fois le danger passé. Les machines ronronnaient doucement, sans urgence, sans alarme. La lumière était douce, filtrée par les stores à moitié baissés, reposant sur le calme plutôt que sur la crise. Mariah resta un instant à la porte avant d'entrer. Jake Morrison était allongé dans son lit, les couleurs revenant lentement sur son visage, les traits durs de la douleur adoucis par le repos et le soulagement. Il semblait plus âgé que l'homme dont elle se souvenait dans le désert, mais ses yeux étaient les mêmes, clairs à présent, libérés du poids qu'ils avaient porté pendant si longues années. Il la vit immédiatement. Pendant une seconde, aucun des deux ne parla. Tant de choses avaient déjà été dites dans les couloirs, dans les révélations, dans les vérités mises au jour. Trop tard pour empêcher la souffrance, mais pas trop tard pour la guérir. Ce qui restait maintenant était plus calme, plus difficile. Jake rompit le silence le premier. « J'ai passé 6 ans à penser que tu nous avais abandonnés, » dit-il d'une voix basse, calme, mais chargée d'émotion. J'ai construit toute ma compréhension de cette journée autour de cette croyance. Il déglutit. « Je suis désolé. » Mariah s'approcha, tirant une chaise près de son lit.
Elle s'assit lentement, comme si elle avait peur de précipiter quelque chose de fragile. « J'ai passé 6 ans à penser que je t'avais laissé tomber, » répondit-elle, pensant que quoi que je fasse par la suite, cela n'effacerait pas ce moment. Ses yeux brillaient, mais elle ne détourna pas le regard. Nous avions tous les deux une vision erronée des choses. Jake acquiesça, le poids de cette réalité s'installant entre eux, non pas comme une barrière, mais comme un terrain d'entente. Pour la première fois depuis l'Afghanistan, il n'y avait plus de colère dans ses yeux. Pas d'accusation, seulement de la compréhension. Ils s'assirent ensemble en silence, laissant le pardon faire son œuvre tranquillement. Il ne s'agissait pas d'une libération dramatique ou d'une absolution soudaine. C'était plutôt un relâchement, comme un souffle qui revenait à des endroits qu'il n'avait pas atteints depuis des années. Il s'avéra que la guérison n'avait pas besoin de témoins, seulement de vérité. Dans les jours qui suivirent, Mariah endossa pleinement son nouveau rôle. Non pas comme un symbole, ni comme une héroïne, mais comme une leader façonnée par l'expérience plutôt que par l'ego. Elle arpentait désormais les couloirs de l'hôpital avec détermination, sans précipitation. Elle exerçait une autorité différente, acquise non pas par son titre, mais par la confiance. Elle formait le personnel avec intensité et patience, leur apprenant à réfléchir sous pression, à agir lorsque les protocoles échouaient, à reconnaître la différence entre la peur et le danger. Elle parlait ouvertement de la préparation, de la prise de décision, du coût de l'hésitation. Elle ne parlait jamais d'elle-même, sauf si on le lui demandait, et même dans ce cas, elle le faisait de manière à servir la leçon plutôt que la légende. Les jeunes infirmières étaient instinctivement attirées par elle. Elle lui posait des questions qu'elle n'osait pas poser aux autres. Elle répondait sans jugement. Elle les guidait sans condescendance. Elle corrigeait les erreurs sans humiliation. Maria a mis en place des protocoles de crise qui n'existaient pas seulement sur le papier, mais qui faisaient une partie de la mémoire musculaire. Les exercices sont devenus réalistes. Les rôles de leadership tournaient. Tout le monde apprenait ce que c'était que de prendre des décisions quand on n'avait pas le temps de demander la permission. Elle ne pouvait pas changer le passé, comme le reflétait le récit, mais elle pouvait s'assurer que l'avenir serait différent. Et c'est ce qu'elle fit, sans bruit, sans dramatisme, mais de manière approfondie. Quelques semaines plus tard, alors que l'hôpital s'installait dans une nouvelle normalité, façonnée par les leçons apprises à la dure, un son familier résonna dans les couloirs. Un appel d'urgence était arrivé. Une autre situation évoluait rapidement. Un autre moment exigeait de la clarté plutôt que le chaos. Maya se tenait au centre de son équipe, avec la même détermination tranquille dans son attitude, le même calme imperturbable dans ses yeux. Elle les regarda vraiment, voyant non seulement des collègues, mais des personnes prêtes à se lever quand cela comptait. « Prêts ?» demanda-t-elle. Ils acquiescèrent, non pas parce qu'ils n'avaient pas peur, mais parce qu'ils lui faisaient une confiance et, plus important encore, se faisaient une confiance à eux-mêmes. L'histoire de Mariah Vance ne s'est pas terminée par des secrets. Elle s'est terminée par la vérité que le courage ne consiste pas à ne jamais échouer. Il s'agit plutôt de se montrer quoi qu'il arrive. Et lorsque les portes se sont ouvertes et que le travail a repris, elle a fait un en avant, sans fuir le passé, sans s'en cacher, mais en le portant avec elle, transformé en objectif. Les années qui suivirent se déroulèrent tranquillement au début, presque trompeusement ordinaires vues de l'extérieur. Le Cypress Bay Medical Center reprit ses habitudes, son rythme désormais plus régulier, guidé par des leçons durement apprises plutôt que par des hypothèses complaisantes. Mais sous cette apparence calme, quelque chose de fondamental avait changé, et Mariah Vance en était au centre. Son bureau restait modeste. Pas de plaques sur les murs, pas de distinction encadrée. Un tableau blanc couvert de protocoles en constante évolution occupait la majeure partie de l'espace, ses coins encombrés de notes manuscrites et d'améliorations qui ne semblaient jamais terminées. Pour Mariah, la préparation n'était pas une fin en soi. C'était une pratique. Elle a reconstruit le système d'intervention d'urgence de l'hôpital de Fond en comble. Non pas comme une hiérarchie rigide, mais comme un réseau vivant. Chaque service a appris comment s'intégrer dans l'ensemble. Tous les membres du personnel, des chirurgiens chevronnés aux stagiaires débutants, comprenaient ce qu'était le leadership lorsque chaque seconde comptait. Les arbres de décision sont devenus des instincts. La communication est devenue réflexive. La peur était reconnue, non pas réprimée, puis redirigée vers l'action.
Lorsqu'un autre incident régional s'est produit quelques mois plus tard, plus petit mais toujours dangereux, l'hôpital a réagi avec une précision qui a surpris même les observateurs chevronnés. Il n'y a pas eu de paralysie, pas d'attente d'ordre qui n'aurait peut-être jamais été donnée. Les équipes ont agi à l'unisson, guidées par les principes que Maria avait insisté pour ancrer profondément: clarté, responsabilité, adaptabilité. Des vies ont de nouveau été sauvées. Les gens ont commencé à le remarquer. Au début, la reconnaissance est venue par le biais de canaux professionnels. Invitations discrètes à prendre la parole lors de forums régionaux sur les soins de santé, demandes d'examen des plans de préparation aux situations d'urgence dans les hôpitaux voisins. Maria a accepté de manière sélective. Elle s'est exprimée clairement, en évitant les effets théâtraux, en fondant chaque recommandation sur son expérience vécue plutôt que sur la théorie. Les protocoles ne sauvent pas des vies, a-t-elle déclaré à une salle remplie d'administrateurs. Ce sont les gens qui sauvent des vies. Les protocoles les aident simplement à se souvenir comment faire. La nouvelle s'est répandue. Les responsables sanitaires de l'État ont demandé des consultations. Les programmes de formation ont été restructurés à l'aide de modèles qu'elle a aidé à concevoir. Une coalition de plusieurs hôpitaux a adopté son cadre de réponse aux crises comme norme, citant son efficacité sous pression et l'importance qu'il accorde au leadership distribué. Mariah n'a jamais reçu de reconnaissance. Elle a redirigé les éloges vers les équipes, vers les systèmes, vers l'idée que la préparation était collective plutôt qu'individuelle. Mais malgré cela, son nom a commencé à circuler au-delà de la Louisiane. L'attention nationale a suivi, non pas avec fanfare, mais avec respect. Une revue médicale a publié une étude de cas détaillée sur la réponse de Cypress Bay à l'explosion du pétrolier, mettant en évidence non seulement les résultats, mais aussi la prise de décision dans un contexte d'incertitude. Mariah a été citée avec parcimonie, ses mots étaient mesurés, son attention inébranlable. « Je ne crois pas aux héros », a-t-elle déclaré dans l'article. « Je crois à la responsabilité. » L'article a eu un retentissement plus important qu'elle ne l'avait prévu. Peu après, elle a été invitée à témoigner devant un comité fédéral sur la préparation médicale en cas d'urgence. Assise dans une salle loin des couloirs de l'hôpital, elle n'a pas parlé en tant que symbole de survie ou de sacrifice, mais en tant que personne profondément consciente de ce à quoi ressemblent les systèmes lorsqu'ils échouent et à quel point ils sont toujours proches de l'échec. Elle a parlé de la fatigue, des blessures morales, du danger de supposer que quelqu'un d'autre prendra le relais. Et les gens l'ont écoutée. Les financements ont été réorientés. Les normes de formation ont été révisées. Un groupe de travail national a intégré ces recommandations dans les nouvelles directives en cas de crise. Ces changements n'ont pas fait la une des journaux, mais ils ont sauvé des vies d'une manière qui n'aurait jamais été possible autrement. Jake Morrison a suivi ces progrès à distance, fier d'une manière qui semblait plus terre-à-terre que douloureuse. Ils sont restés en contact, échangeant occasionnellement des messages, des nouvelles de leur rétablissement et de leur vie. L'amertume qu'ils ressentaient autrefois s'est complètement dissipée, remplacée par une compréhension commune que la survie, sous toutes ses formes, était compliquée et méritait d'être honorée. Les années ont passé. Maria est devenue le mentor de dirigeants à travers tout le pays. Bien qu'elle n'ait jamais accepté ce titre, elle a continué à travailler quand elle le pouvait, insistant pour rester en contact avec le terrain. Sa présence rassurait les jeunes membres du personnel, non pas parce qu'elle rayonnait d'invincibilité, mais parce qu'elle incarnait quelque chose de plus durable. Elle leur a montré comment continuer sans s'endurcir, comment diriger sans perdre son empathie, comment porter le souvenir sans être écrasé par lui. La reconnaissance nationale est finalement arrivée, officielle et inévitable. Une cérémonie de remise de prix, discrète mais significative. Une citation reconnaissant ses contributions extraordinaires à la médecine d'urgence et au leadership en situation de crise. Les applaudissements ont rempli une salle bien plus grande que n'importe quel couloir où elle s'était déjà tenue, incertaine de sa place. Mariah a accepté cet honneur avec une grâce discrète. « Cette reconnaissance ne m'appartient pas à moi seule », a-t-elle simplement déclaré. Elle appartient à tous ceux qui ont choisi l'action plutôt que la peur au moment où cela comptait le plus. Le public s'est tout de même levé, mais ce qui comptait le plus pour elle, c'étaient les messages qui sont arrivés après. Des emails d'infirmières qui se sentaient reconnues pour la première fois. Des lettres d'administrateurs qui admettaient d'avoir sous-estimé l'importance de la préparation.
des messages de survivants qui ne la connaîtraient jamais personnellement, mais dont la vie avait été façonnée par les systèmes qu'elle avait contribué à changer. Chacun d'entre eux lui rappelait pourquoi elle était restée, pourquoi elle avait choisi de construire plutôt que de disparaître. Au fil des années, l'histoire de Maria est devenue moins celle du passé qu'elle avait survécu que celle de l'avenir qu'elle avait façonné. Elle n'était plus définie par le silence, les dossiers classifiés ou le poids de choix impossibles. Elle était définie par la continuité, par sa présence constante. Et quelque part, dans des hôpitaux qu'elle ne visiterait jamais, dans des urgences dont elle ne serait jamais témoin. Des gens vivent grâce à des décisions qu'elle a prises autrefois, discrètement, délibérément, sans attendre de reconnaissance. Cela suffisait. Cela avait toujours suffi. T'as tout caché? Mais enfin, comment ils savent que vous êtes en stream? Bah tu sais, des fois ça peut stream snipe ou voilà, mais comme merde, j'ai parlé d'un Ouais, t'as truc. pas. Ça peut Vas-y. stream snipe, mais en fait, vas-y, à chaque fois qu'on push un site, ils sont à 3 clics en même temps, et comme on est en stream partagé, ça stream snipe ou je sais pas. Ok, ok. Mais là, on a caché notre écran, là, normalement, c'est bon. Astra, tu peux me buy s'il te plaît? Merci. Wesh, Lys, go boost make-up. C'est bon, j'ai mis du rouge à lèvres. Là, vous voyez pas, mais je vous dis quand je mets une one tap. One tap, one tap, one tap, one tap. Voilà, j'ai mis que des one tap. J'ai fait 4 kills, on a gagné le round. Oh, mais wesh. C'est aberrant, comment ils savent tout. Peut-être pompe close, hein. Ouais. Mais. En 30, wesh. où il est? À deux, il... Mais. Elle est à gauche, contact où il est, 130. Остался один игрок. Спайк на миде. Всё сама. Non, la Dor, faut pas. Les maudites, la Dor, faut pas y aller, je pense. Ouais. Ah, la Alors, Dor. la prochaine fois, je mets ma flash ou mon. Mais non, mais ma même, petite merde, là. on a tout flash. Il joue à 2 en fait. Il joue cross. Non, la Dor, on ne va pas. Eh, c'est maudit, la Dor. La Dor, c'est maudit. Allez à OC ou comme vous voulez, moi je vais piquer la Dor. Mais faut... Ah, mais Puis on peut-être que je mute le jeu. Parce que sinon, ils vont entendre les strats. On n'a pas de sous pour la next. Vas-y. Ah, c'est bizarre, ils smoke le C alors qu'ils savent rien. J'ai fait un kill la team. Спайк на С. Un gars. Un garage. Oh, je sais plus parler, frérot. Il y en a 2 sur C. Un qui flanque. Nice. Nice. 2 sides, je pense. Ah, le timing. Gecko, là. Avec le frein d'info. Attends, Reina. 30 секунд. Ограничу обзор. Нет заряда. Остался один враг. Corner de Остался l'info. один игрок. Trop forte, hein. Десять секунд. Oh, Nice. Bien joué. Il m'a fait peur. Bon, je reviens un peu le. Je reviens un peu le stream. Bon, je révèle l'écran, on va voir si. On va voir. Astral, drop-moi un OP et prends la fantôme. Je sais pas c'est qui a ramassé la Tiens. Je peux pas. Non, c'est bon. Унизим. Нужна пушка. Merde. Gossez les gars, gossez. Je peux pas demander une vandale. Je Mais pouvais dis pas pas demander. haute voix, toi. Je pouvais pas demander une vandale. Ah ouais, mais. Oh.
Donc je peux pas te suivre là. Ok, 3, il y en a 3, il y en a 3. Il y a Gecko, il y a Clove et il y a. Wallet. Et je Sova, peut-être il, peut-être l'heure. il vient des fois. Sa tête est Merde. dingue. Vous pouvez back si Oh, vous y'a un voulez. gars, y'a un gars, regarde, y'a un gars. Ah ouais, le short. Jet. Revenez ici, revenez ici. Short, il y a là, Jet. Bien joué. Остался один враг. Ah, faut peut-être Even. Nice. Oh mon dieu! Oh là là, trop forte. Ah là 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 là. Et machin me drop un EP Strat, s'il te plaît. Il C'est fait en son vrai avec. Ah ouais, vraiment, tous les rounds, il va demander un up. Hein. Bien joué la famille. Moi je suis chaud. Vas-y. Vas-y, go. Mais elle sait pas que j'ai remis mon jeu. Elle écrit dans le chat, mais j'ai remis mon jeu. Si tu te fais molly, attention. Récupère ton ult, Gecko. Après. Ослеплю их. Non, non, non. Je pensais que j'avais E, mais j'ai appuyé sur E, je l'ai tué. Et j'ai E instant. Je pose plainte. Oh, vas-y, une minute. Остался один игрок. Il a même pas plein pour la longue. Dommage. J'avoue, il aurait vois les pu personnages. faire un effort. Bon, je recache mon écran. Bilal, tu vas voir ma grosse tête en grand. Coucou Bilal. Merci Bilal pour ton follow, Bilal. Merci Bilal. Ichini Sanya Arigatsu. J'ai caché. Mais je pense en défense, on peut montrer parce que en défense, c'est un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu moins. Tu vois? Genre, on peut. En défense, on est un peu partout. Donc, je pense que c'est un peu. Elle est bon. 70. Ослеплю их. Ограничу обзор. Ультимейт готов. Остался один игрок. Je suis paumée, je suis paumée. En vrai c'est ok, on essaie de mettre le dernier et c'est. Moi, je fonce dans un mur. Да, Je смены sais сторон, pas ce que один je раунд. fais. J'ai foncé dans le mur. Vous avez pas vu, mais j'ai foncé dans un mur tout droit, frère. En fait, j'ai E et puis j'ai E dans un mur. Mais tant pis, bref. On est en 4-7 là. Viens là, Gecko, viens. Backside. Ah, il y en avait. Allez, vas-y, go. Ah bah non. Bon. Ouais, je pique quoi. Moi, mais je comprends rien. Остался один игрок. C'était pas ça le plan. J'ai rien compris. Bench. Bah, je suis gaze, hein, oui, que je vous dise quoi. Je suis gaze, j'arrive pas, je vous jure, j'ai tout mis dans les games de ce matin. Et Je là. pense que la petite elle smurf. Hein. Semaine Elle joue très Sarah. très bien et elle a pas peur de pique. Je sais pas, mais je le reporte. Voilà. Reported. Ouais. Je reporte. Je reporte toute la team. Это я заберу. Je reporte tout le monde.
C'est bon. Parce que Je c'est vais bon. essayer de jouer dans un max dans tes smokes, Texa. Vas-y, Au vas-y. moins un kill. En plus, maintenant, avec l'appli, là, on peut plus voir les pseudos. Coucou Aikuro, comment tu vas, Aikuro? Ah, là, t'avais dit deux, apparemment, mais bref. Hey. Short. Beaucoup, beaucoup. Ça va. Bah, j'ai pas de... Ограничился. Je vois rien, je me fais gicler dessus. Je me fais gicler dessus. Je me fais gicler. C'est ma game de rank up. Aikuro, ma petite Aikuro, c'est ma game de rank up. Et bizarrement, quand c'est ma game de rank up, ben, on se fait enculer, je me fais enculer. Après, il me faudra 2 games pour rank up. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Давай, лети! Здесь кто-то есть. Pardon. Bon bah, Bah, game de rank up. Mais c'est game de rank up, ça. C'est normal. C'est game de rank toujours up. pareil, elles sont toujours chelous. О, симфония смерти. Не бойтесь, вы к ней привыкнете. Je vais pas en force si on court au mid, là. Moi j'ai forcé mais sur C. J'ai rien pour force, en fait. J'ai rien pour force. J'ai rien pour force. Mais du coup, je l'ai dit. Du coup, ils vont le savoir. Je peux essayer de me casser la grille, Chamber. On est que 2 bandes de bâtards.